Bonjour, dans ce nouvel épisode, on va parler de consolidation, on va parler de courbe de l'oubli. Et avec moi, j'ai donc Hubert et Frédéric que je vais vous présenter dans un instant, qui se sont penchés sur la question. Et l'enjeu, c'est de comprendre comment est-ce qu'un savoir, une connaissance s'imprime de façon durable dans notre mémoire. Ça vous est déjà forcément arrivé d'ailleurs, peut-être de vouloir apprendre une langue étrangère, peut-être faire des formations et vous avez du mal à retenir sur du long terme. Il existe des méthodologies, des solutions qui vous permettent d'ancrer sur une mémoire à long terme de l'information. Et c'est le sujet du jour. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste, quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la mémoire. Je pratique l'art de la mémoire depuis 1995 et je vous partage toutes mes stratégies à travers mon site https://les-secrets.com, notamment à travers le MemoCamp. Et aujourd'hui, donc, je reçois Hubert et Frédéric. Bonjour Hubert et Frédéric. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je vais vous demander rapidement de vous présenter. On s'est rencontrés il y a quelques mois maintenant et vous m'avez donc partagé votre projet que je trouve hyper important, notamment dès lors qu'on parle d'apprentissage, de mémorisation. Et vous vous intéressez évidemment au milieu scolaire en priorité, mais pas que. Et j'aimerais que vous vous présentiez à tour de rôle. Et moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est qu'est-ce qui fait que vous en êtes venu à vous intéresser à ce que vous faites. Alors, par qui je commence ? On laisse l'honneur aux dames, Hubert ? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par Frédéric. Frédéric, qui es-tu et comment en es-tu venu à t'intéresser à ce sujet qui est la mémoire ? Alors moi, je suis donc Frédéric. Je me suis intéressée au sujet de la mémoire grâce à mes enfants, parce que j'ai eu une famille nombreuse avec des enfants avec des profils cognitifs particuliers. J'ai demandé de l'aide à une neuropsychologue qui m'a bien accompagnée et qui ensuite m'a proposé de me former à ce qu'on appelle tous les outils d'orthopédagogie, c'est-à-dire le apprendre à apprendre. Et quand j'ai accompagné des enfants sur ce sujet, je me suis rendu compte que la mémoire était un sujet assez crucial, notamment pour la perte de confiance en soi. Ah oui. Quand les enfants ne savaient pas à mémoriser, c'était compliqué. Carrément. Hubert ? Et moi, j'ai rencontré Frédéric il y a 5-6 ans et dans cette rencontre, elle m'a sorti d'un placard une espèce de boîte que je trouvais intéressante. J'ai été un petit peu long à comprendre de quoi il s'agissait, mais le jour où j'ai eu le déclic et que j'ai compris la succession, la temporalité qu'il pouvait y avoir dans cet outil pour petit à petit amener les choses en mémoire à long terme, je me suis dit, mais si moi j'avais eu ça quand j'étais gamin, ça aurait été génial. Et comme j'étais dans la fibre d'entrepreneur, j'ai placé un sujet d'entreprise. Allons-y. Donc c'est une rencontre entre d'abord une personne formée à l'orthopédagogie et puis un entrepreneur. Et vous avez pu comme ça conjuguer vos talents et créer Créadop, une entreprise, et vous proposez donc la méthode éléphant basée sur un système qui s'appelle la Lightner Box, que peut-être certains connaissent ici, mais qui n'est pas très connu, je pense, chez nous en France. Enfin, on ne la connaît pas forcément sous ce nom-là. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous présenter ce qu'est la Lightner Box, comment ça marche et à quoi ça sert principalement ? En fait, la boîte de Leitner, c'est un journaliste allemand dans les années 70 qui a créé ça avec la base de son étude, c'est la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Et en voyant qu'il faut plusieurs réitérations pour arriver à maintenir en mémoire à long terme, il avait créé une série de boîtes, 5 boîtes, dans lesquelles les révisions passaient d'une boîte 1 à une boîte 2, puis à une boîte 3, et à chaque fois il y avait une révision supplémentaire. Et chaque réussite permettait de passer la fiche de révision d'une boîte à l'autre. Et puis moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était cohérent avec les dernières recherches en neurosciences sur le fonctionnement de la mémoire. Mais tout cet outil-là était plutôt prévu pour des étudiants, des études sup. Et je me suis dit que cette méthode était à apprendre dès le plus jeune âge. Et donc j'ai amélioré en fait ce système de la boîte de Leitner pour le proposer avec un programme bien défini et quelque chose d'assez pratique et facile à suivre pour des enfants dès 6 ans.
Et bien justement, c'est ce qu'on va découvrir dans un court instant. C'est justement le fonctionnement de votre boîte, basé notamment sur la répétition. Et tu as tout à fait raison, Frédéric. C'est un des éléments clés de la mémoire. Donc dans un instant, prépare-toi, tu vas nous expliquer le fonctionnement exact de votre fameuse boîte éléphant. Donc cette boîte, elle n'est pas conçue n'importe comment, même les cartes ne sont pas conçues n'importe comment, Frédéric et Hubert. Il y a tout un protocole à respecter pour que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh ben, moi, j'ai imaginé en rassemblant les études de neurosciences, avec l'aide de cette neuropsychologue qui est aussi un chercheur en neurosciences, on a établi un rythme qui était préconisé, qui est, je réitère mes flashcards 2 fois par jour pendant la première semaine, puis ces mêmes flashcards, je vais les réitérer, les réviser 1 fois par semaine pendant 4 semaines. Puis je vais commencer à espacer le temps entre 2 révisions. Je vais les réviser que au bout de 15 jours, que au bout de 3 semaines, que au bout d'1 mois. Et c'est effectivement à ce moment-là que la mémoire à long terme s'installe. Alors ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre c'est quoi une flashcard, parce que là, c'est peut-être un mot que les gens ne connaissent pas forcément. Ouais. D'abord, c'est quoi une flashcard? Une flashcard, alors c'est une carte style jeu de cartes. Et d'un côté, il y a une question et de l'autre côté, la réponse. Donc, le but, c'est de ne voir que le recto, de regarder la question, d'essayer d'y répondre et de vérifier si notre réponse est correcte en regardant le verso. Voilà, donc les flashcards, ça peut être aussi des cartes, comme tu dis, recto-verso pour des langues étrangères, avec un mot étranger d'un côté, un mot français de l'autre, et on peut donc les traiter des 2 côtés, pour le coup. Il y a des flashcards avec les questions, où là, effectivement, on doit retrouver la réponse à la question. Mais c'est vraiment ce processus. Donc, ça veut dire que ces cartes-là, donc elles sont préparées à l'avance. Comment ça marche? Elles sont préparées à l'avance. Elles sont déjà étudiées pour être fragmentées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 4 questions sur une même carte, mais bien une seule question. Ouais. Nous, on a travaillé là-dessus avec des enseignants pour savoir quelles étaient les notions qui étaient utiles à mémoriser à très long terme, parce qu'il ne faut pas confondre la mémoire et le raisonnement. Et puis, on a construit tout un panel de cartes sur les bases français et mathématiques. On en est resté là pour le moment. Et ensuite, on a fait une correction avec le réseau Canopé qui nous a accompagnés là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on a toute une gamme de 330 flashcards par cycle de primaire. Alors, les cycles, c'est cycle 2, CP, CE1, CE2, et puis le cycle 3 qui représente le CM1, le CM2, mais aussi la 6e. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez suivi vraiment le programme scolaire. En fait, hein, vous êtes raccordé au programme scolaire pour pouvoir proposer donc ces cartes qui sont déjà faites et qui sont livrées avec la Lightner Box, enfin la boîte éléphant plutôt, parce que c'est la vôtre, en option, quoi, en fonction du niveau de l'enfant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais après, on peut imaginer, comme tu disais, un tas de cartes différentes, que ce soit sur du vocabulaire d'anglais, sur des définitions en sciences, sur des dates en histoire. On peut, en fait, cet outil-là, il peut être utilisé pour n'importe quel niveau de classe, d'apprentissage, de formation, etc. Ouais, en fait, ce que vous avez prévu, c'est aussi des cartes vierges pour qu'on peut nous-mêmes tout simplement remplir. Oui, tout à fait. Nous, on a eu un homme de 50 ans qui a voulu rentrer dans une formation pour apprendre l'hébreu, ce qui est quand même pas facile. Et il a utilisé cette méthode-là et il nous a témoigné que c'était assez facile et surtout assez plaisant, assez ludique. Ouais, c'est ludique, parce qu'on a la boîte à la maison, hein, on a une boîte physique qu'on a à la maison, et donc on voit les cartes avancer. Alors, combien de temps il faut, enfin, c'est sur 30 jours, je crois, les révisions Alors, les révisions, elles se programment en fait sur 15 semaines. Parce que si on doit réviser déjà une première semaine tous les jours, 2 fois par jour, puis 4 semaines en les révisant 1 fois par semaine, puis encore on décale 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le circuit total pour qu'une carte puisse rentrer vraiment en mémoire à long terme, c'est 15 semaines. 15 semaines. Oui. Ouais, d'accord, donc ça fait à peu près 4 mois, quoi. Ok. Vous avez... Comment C'est très doux. Le cycle se fait naturellement. Une fois que le cycle est en route, c'est quelque chose de très léger puisqu'on y passe très peu de temps à chaque fois. Et donc, du coup, c'est pas rébarbatif. D'accord. Voilà,
Oui, c'est une des clés effectivement de l'apprentissage, c'est que ça reste quand même un minimum un plaisir. Alors, ce sont des boîtes qu'on peut avoir chez soi, hein, c'est pas que réservé à l'école, évidemment, on peut l'avoir à titre individuel. Donc, si vous-même qui nous écoutez, vous êtes parent ou vous êtes en phase de formation, eh bien, vous pouvez vous procurer cette boîte chez vous. Mais vous avez quand même pas mal ciblé les écoles et vous avez fait des tests, hein. Moi, je sais que vous avez envoyé des boîtes, on va dire, gracieusement pour tester tout ça, et vous avez eu un retour d'expérience, et on va justement en parler maintenant. Donc, vous avez testé ces boîtes dans certaines écoles partenaires et vous avez eu quelques retours. Est-ce que vous pouvez nous parler des retours que vous avez eus, et ce que vous avez appris, et ce que ça vous a donné comme idée? Oui. Eh ben, on a distribué 2000 boîtes dans 70 classes à peu près. Et le but était d'avoir des informations au niveau qualitatif, c'est-à-dire que on est plutôt dans l'objectif de mettre le laboratoire dans les classes. C'est-à-dire qu'un outil peut être très bien conçu, mais s'il n'est pas adapté à la réalité de terrain, bah en fait ça ne fonctionne pas. Et effectivement, le retour, en fait, c'est que d'abord la méthode marchait, que les enfants qui étaient en difficulté avaient repris confiance en eux. Beaucoup d'enfants m'ont témoigné en me disant, tu sais, Fred, ça marche. Bah oui, je sais que ça marche. Mais c'est surtout que les enseignants nous ont demandé, en fait, de développer un outil numérique qui puisse les aider à gérer, en fait, tout ce contenu de cartes et pouvoir le préparer à l'avance via un support numérique plutôt que de brasser les cartes manuellement. Et donc on a créé. Support numérique, c'est un site web ou une application web, quoi? Oui, c'est ça. En fait, on a une plateforme pour les enseignants, vraiment dédiée à eux, pour qu'ils gèrent leur pack de cartes, pour qu'ils puissent suivre les enfants de façon individuelle. Et puis bientôt une forme de révision collective avec toute la classe. Et puis on a créé aussi une application sur leur demande pour que la continuité pédagogique puisse se faire à la maison, parce que si les enseignants utilisent la boîte à l'école, on va pas faire transporter cette boîte à la maison, donc le relais se fait avec une application. Et puis il y a d'autres écoles aussi qui nous ont demandé de pouvoir avoir cette application numérique en classe pour faire utiliser ce même principe, cette même méthode, mais via une tablette directement en classe. Et du coup, sur cette tablette, c'est quoi? C'est un compte par enfant ou c'est un compte pour la classe? Comment ça se passe en fait? Alors c'est des abonnements en fait effectivement individuels par enfant, mais c'est très peu cher pour l'école, hein, pour un abonnement annuel. Et à la maison, en fait, s'il y a l'outil déjà installé en classe, l'application à la maison, elle est gratuite. Évidemment. Et les enseignants peuvent interagir, je crois. Ils peuvent créer leurs cartes, ils peuvent faire ce genre de choses, hein. Oui, la plateforme, c'était aussi pour pouvoir créer du contenu, parce que nous, on est resté sur la base de français et de mathématiques, parce que quand on produit physiquement des cartes, ça a un coût, et qu'on ne voulait pas que cet outil soit trop cher pour le grand public et pour les écoles. Et puis, la plateforme va leur permettre de créer du contenu par rapport à leurs enseignements, mais aussi par rapport aux besoins spécifiques de chaque enfant. Un enfant qui a un trouble 10, qui a besoin que la calligraphie soit différente, ou qui a besoin de passer par des étapes différentes pour pouvoir apprendre, eh ben, on peut lui créer le contenu qui lui est approprié. D'accord, donc en lien avec un orthophoniste, j'imagine, ou des spécialistes qui suivent ces enfants. Ok. Tout à fait, parce qu'en fait, la plateforme, elle va aussi mettre en lien les enseignants avec les parents, mais il y a aussi les orthopédagogues ou les orthophonistes qui travaillent avec cet enfant qui peuvent se mettre en lien via cette plateforme pour donner des conseils, pour donner des nouvelles aussi de leur suivi, etc. Ok, super. Et vous avez déjà des retours d'enfants par rapport à tout ça? Parce qu'il y a des retours d'enseignants, évidemment, mais est-ce que vous avez des retours d'enfants qui ont pu tester l'approche de cette boîte? Ah oui, il y a plein de retours. Il y a des enfants qui disent pourquoi vous n'avez pas avancé ça plus tôt? Oui. Ça pourrait bien aider. Il y a souvent quand on demande dans les écoles, ça arrive souvent qu'on demande qui n'aime pas
travailler avec l'outil éléphant. Alors, il y a toujours quand même une ou deux mains qui se lèvent. Ouais, alors Et Ok, oui. ceux-là, ils me disent, c'est trop facile. Alors, c'est bien parce que ça montre bien que, Quand il lève la euh, main, alors que je comprenne bien, quand il lève la main pour dire qu'ils aiment pas, c'est parce qu'ils disent que c'est trop facile, c'est ça? ouais, c'est ça. D'accord, C'est donc trop c'est. facile. C'est étonnant parce qu'en fait, ça montre il y a des élèves, en fait, qui ont besoin d'être plus alimentés que d'autres. Et bien, ça veut dire il faut leur créer de la matière pour, euh, être vraiment mélanger leur apprentissage avec tout un tas d'autres choses parce qu'ils sont avides. Et, euh, et puis plein d'enfants qui disent, vous pourriez pas nous faire des cartes sur les cartes du monde, sur les drapeaux du monde, sur les capitales du monde, etc., etc. Et donc on a découvert à quel point ça leur avait donné le goût d'apprendre parce que finalement avec ça c'était facile pour eux et, euh, et ça leur permettait de toucher cette petite sensation de devenir expert dans une notion. Voilà. Est-ce qu'ils jouent deux par deux ou trois par trois, ou est-ce que c'est vraiment individuel en fait? Ben, soit ça peut être individuel, mais souvent les enseignants en fait forment au moins des binômes. Ouais, Parce que par exemple sur les mots d'orthographe, à savoir comment les écrire, il faut bien que quelqu'un d'autre vérifie. lui demande quel est le nom à bien orthographier. Et puis en fait, juste pour ce sujet de carte, les enseignants ont trouvé que c'était assez motivant et assez moteur de travailler à deux. Donc souvent, ils travaillent à deux. L'un interroge l'autre le matin et l'autre interroge l'un l'après-midi. Et puis, il y a aussi des enseignants qui aiment bien travailler en atelier, donc à plusieurs, et ils créent des petits groupes. Et c'est le petit groupe qui doit, tous ensemble, faire avancer les cartes, donc savoir répondre à ces questions et gagner, entre guillemets, les cartes, quoi. Vous êtes en lien donc finalement avec des écoles. Comment ça se passe le contact avec l'éducation nationale de façon globale? Est-ce que vous êtes soutenu? Ou est-ce que c'est vraiment école par école? Comment ça se passe? Parce qu'on a peut-être des auditeurs qui se demandent comment est-ce qu'on pourrait avoir ça dans notre école, par exemple, parce qu'ils ont des enfants scolarisés. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui accueilli par l'éducation nationale, ou est-ce que c'est chaque école fait comme elle veut ou comme elle peut? Alors, aujourd'hui, on est quand même bien soutenu par le réseau Canopé. D'accord, alors on Parce peut qu'on a rappeler ce qu'est le réseau Canopé peut-être? Le réseau Canopé, c'est un groupement d'enseignants, ça dépend de l'éducation nationale, qui sont chargés en fait de donner de la formation aux autres enseignants, comme de la formation continue, qui créent des ateliers pour effectivement découvrir de nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Et puis, on est en train d'être, comment on appelle ça, d'être intégré au GAR. Le GAR, c'est le gestionnaire d'accès aux ressources. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'il y a du numérique qui rentre dans l'école, il faut que les règles RGPD de protection des données soient bien au clair, et le GAR, qui est un, Plateforme. une plateforme mais qui est créée par l'Éducation nationale, doit être le garant en fait pour les directeurs de cette protection RGPD. Et nous, on va rentrer dans cette plateforme. Et puis il y a aussi des académies aujourd'hui qui font des contrats en fait avec nous pour essayer déjà notre outil numérique Ok. et vérifier que tout fonctionne bien. Donc oui, on est soutenu, alors pas majoritairement par l'Éducation nationale, mais par des acteurs importants de l'Éducation nationale. Ouais, donc je veux dire, Enfin, il y a eu- c'est pas encore, Voilà. c'est pas encore centralisé, quoi. C'est pas centralisé à ce point, quoi. Non, non, non. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et puis, enfin, je pense que avec l'éducation nationale ou avec l'enseignement en général, il faut être patient. Oui. Euh, c'est un temps long. En tout cas, Mais en même les graines sont semées, quoi. ouais, Exactement. il faut que souvent les enseignants aiment bien quand il y a quelqu'un d'autre qui a essayé avant eux. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr, évidemment. Et Évidemment. puis, et voilà, nous en même temps, on est une start-up, donc c'est pas toujours évident. Faut construire aussi euh, avec le temps, Ouais. et, et ça nous évite aussi de faire des bêtises, d'aller trop vite. Euh, et donc voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur tout ça et on a finalement bien construit aussi avec
Aussi avec ces temps d'attente, ces temps de patience. Là maintenant, on est prêt, on a vraiment une offre qui est bien établie et qui va permettre aux écoles d'y aller à leur rythme. Ok. Et j'imagine que par rapport à tout ce que tu viens de dire, Hubert, vous avez des projets de développement et peut-être des projets tournés vers le grand public. Et ça va être justement le sens de ma dernière question auprès de vous deux. Donc, Créadop, ça a été créé il y a quelques années. Vous allez nous rappeler peut-être la date de création de Créadop. Donc, vous avez du cheminement, évidemment. Vous avez fait des tests plutôt concluants. Et quel est le développement à prévoir pour aider un peu plus nos enfants, nos élèves? Est-ce que c'est dédié uniquement aux primaires, au collège, ou est-ce que vous ciblez aussi les grandes écoles ou un public plus large? Alors, effectivement, la base complète de tout ce qui est créé est complètement opérationnelle et plutôt dédiée pour le moment aux primaires. Mais comme les enseignants nous ont poussé dans notre travaux à développer cette plateforme et cette application, ben finalement, aujourd'hui, on est capable d'avoir une offre de soutien à la réitération qui va permettre de vraiment, notre objectif, c'est de permettre aux écoles d'instaurer le rituel quotidien dans l'école. Mhm. Ça, c'est très important. Donc, c'est tout prêt complètement pour le primaire, y compris pour le collège, dans un objectif consolidation des acquis du primaire. Et puis maintenant, un professeur du collège, par exemple en anglais ou n'importe quelle matière, qui voudrait dire, bah tiens, moi je vais installer cette méthode de la réitération, peut s'abonner et, euh, et travailler sous la méthode collective que nous proposons aussi. Donc en fait, ça va se déployer de manière assez douce. Les écoles vont démarrer avec un outil en collectif, en projetant au tableau numérique les réitérations de flashcards matin après-midi. Et puis ils vont pouvoir petit à petit se cibler les élèves qui pourraient avoir besoin d'un soutien un petit peu plus appuyé, soit avec l'application, soit avec un outil physique. Euh, donc je trouve que c'est moins intrusif de notre part et c'est plus, on laisse vraiment la liberté aux enseignants de s'équiper comme ils ont envie. Voilà. Et Oh, puis, à l'avenir, il y a quand même une page de communauté, en fait, qui va se créer, où les enseignants vont pouvoir partager le contenu qu'ils ont créé. Donc, ça sera à disposition des autres enseignants. Nous, on fera la modération pour que ce soit bien rangé, bien charté, etc. Mais c'est comme ça qu'on va augmenter notre banque de données de flashcards et qui va pouvoir atteindre n'importe quel niveau scolaire. Et ensuite, la dernière évolution qu'on veut faire, c'est l'application autonome qui soit accessible au grand public, sur laquelle tout élève, tout apprenant de n'importe quel âge pourra soit aller chercher un contenu de carte qui l'intéresse, qui sera dans cette banque de données, soit en créer spécifiquement par rapport à ses cours. et donc, c'est ce que vous appelez la méthode, enfin l'approche collective, c'est ça que vous appelez l'approche collective, c'est que... L'offre collective, en fait, c'est celle qui va sortir là cet été. Et c'est juste avec la base de la plateforme, les enseignants pourront l'utiliser pour faire une révision collective matin et après-midi, Dans la sans classe. qu'il y ait de personnel dans les mains de chaque enfant. Ok, c'est ça. Ça permet d'installer la méthode dans la classe et ensuite d'affiner de plus en plus, de plus en plus loin, avec de l'équipement individuel. Ça leur permet de s'habituer au rituel. Et, et c'est pour vraiment atteindre la mémorisation, pouvoir rentrer dans ce processus de mémorisation. Je pense que tu es d'accord avec nous, Vincent, que on ne peut pas faire autrement que d'y parvenir en passant par le rituel. Oui, tout à fait. Ouais, la routine, le rituel, la répétition, c'est fondamental. C'était un petit point c'était un petit point presque de peur de la part des enseignants, de comment je vais faire comment je vais avoir le temps pour faire ça, comment seulement c'est intéressant parce que les élèves sont incroyablement rassurés Ah par oui, le fait d'avoir bien mémorisé
Et en fait, ce temps qu'on passe à ça, on le récupère 3 fois plus dans la fluidité que ça donne dans les enseignements. Eh bien, bravo, merci Hubert et Frédéric et Hubert. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site web où on peut retrouver donc votre boîte Lightner et toutes vos flashcards? Et ben c'est tout simplement www.creadop.com. Creadop, ça s'écrit CREADOP. De toute façon, le lien sera évidemment sous ce podcast et sous la vidéo YouTube. Et vous pourrez donc rapidement retrouver tout ça. Merci beaucoup, Frédéric et Hubert. Merci, Vincent. Merci. Quant à nous, on se retrouve très très prochainement pour un prochain podcast. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les autres podcasts sur mon site https://les-secret.com. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite.